Merci d'être là. Moi, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que depuis que l'État grec a décidé le 9 février comme la journée de la langue grecque, on essaye toujours de commémorer, surtout dans un pays où la langue grecque est toujours enseignée au lycée. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de lycées qui enseignent le grec, surtout le grec moderne, mais c'est encore une langue qui est vivante. Le grec ancien et le grec moderne continuent à être enseignés. Et c'est quelque chose qui est très important. Il y a un intérêt encore des Français pour la langue grecque. Donc il y a une raison supplémentaire pour faire quelque chose ici sur la langue grecque. Donc l'année dernière, nous avions organisé un débat autour de la question de Jacqueline de Romilly, pourquoi le grec? Et d'ailleurs, Pierre-Judet de Lacombe faisait partie des panélistes. Cette année, nous avons décidé de partir sur le grec dans toutes ses formes, du grec ancien au grec moderne, à travers le passage entre le grec et le français. Nous avons parmi nous Emmanuel Lascaux, qui a traduit en 2020, il est très courageux, l'Odyssée, c'est une nouvelle traduction. Nous avons Maria Prevellaki, qui est prof de lettres, et qui va nous parler plutôt du caractère universel de la langue. Christophe Onodibio, qui est un grand passionné de la langue grecque, et que je pense vous connaissez, qui est un journaliste au Point, et un des plus fervents lobbyistes pour le maintien du grec dans les écoles françaises. Il travaille beaucoup pour nous et nous le remercions. Et Gilles Ortlieb, qui a traduit, qui est écrivain et traducteur et qui a traduit entre autres, c'est son dernier ouvrage, Les Journées de Séphéris. Non, je disais, j'avais absolument aucune raison de faire du grec ancien, parce que je suis né au Havre et en fait sans une professeure de grec en quatrième que je trouvais absolument inspirante, qui était déjà en fait quelqu'un qui, à l'image de Jacqueline de Romilly, venait dans les classes pour nous expliquer pourquoi il fallait faire du grec ancien dans ce petit collège à côté du Havre. Et en fait, j'étais nourri, biberonné à la mythologie, depuis comme beaucoup d'enfants, depuis tout petit. J'étais évidemment fasciné par toutes ces déesses qui venaient sur la terre des mortels, ces dieux qui venaient parfois aussi rapter quelques mortels, ces guerriers qui se mettaient des exploits absolument insurmontables et pourtant qu'ils surmontaient des épreuves terribles. Évidemment l'image d'Ulysse, tout cet arsenal mythologique qui fascinait évidemment un petit garçon. Et c'est vrai que dès que cette professeure s'est mise à nous enseigner le grec, en fait on a eu la chance de le faire dès la classe de 5e, on était 5 ou 6, de 12h à 13h, c'est encore les horaires évidemment très faciles qu'on donne aux hellénistes. Et cette professeure, qui était assez jeune encore, nous offrait avant le cours de grec un petit chocolat chaud le samedi. Donc nous allions dans la salle des professeurs, c'était une sorte d'épreuve, presque la toison d'or, d'entrer dans cette salle. Et déjà nous avions l'impression de toucher à une sorte de choses que les autres élèves ne pouvaient pas toucher. Et je me souviens qu'il faisait souvent mauvais, parce que c'est la Normandie évidemment. Et nous avions un manuel qui représentait le Cap Sounion, avec la mer à l'aube, avec des petites lettres. Tu connais, Emmanuel, ce manuel? Oui, voilà, je ne sais même plus chez quel éditeur c'était publié, avec des petites lettres grecques de l'alphabet qui se perdaient dans les vagues, avec les reflets du soleil. Et tout de suite, on en avait l'impression, avant même de commencer, qu'on allait être en présence d'une sorte de langage secret qui allait nous ouvrir des portes mieux qu'Harry Potter. D'ailleurs, Harry Potter n'existait pas à l'époque où je faisais du grec ancien. Et c'est vrai que cette langue et tous les messages que transmettait cette langue ont ouvert en deux le ciel plein de nuages gris de Normandie pour faire entrer vraiment le soleil de la Méditerranée. Ça ne m'a plus quitté, et c'est grâce au militantisme, c'est vrai, de cette professeure de grec qui se battait déjà contre une raréfaction de l'enseignement du grec. Et j'ai toujours
j'ai eu un seul regret, en fait, c'est que j'ai dû abandonner le grec pour passer mon agrég de lettres, parce que j'étais pas très bon en latin. Et pour l'agrég de lettres classiques, il fallait un excellent niveau en latin. Et donc j'ai choisi l'agrégation de lettres modernes qui me permettait de faire un peu de latin, mais j'avais plus le droit de faire du grec. Donc c'est la seule fois où j'ai trahi le grec ancien dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est vrai, je vais passer la parole à mes voisins, puis on aura le temps d'en reparler. C'est vrai que j'essaie de transmettre ce qu'on m'a transmis, c'est-à-dire j'ai la chance de pouvoir travailler dans un journal qui s'appelle Le Point, qui me laisse faire en fait tout ce que je veux faire sur le grec, parce que maintenant ils savent qu'ils ne peuvent plus m'en empêcher, c'est beaucoup trop tard de toute façon. Et donc nous avons même fait plusieurs couvertures sur l'enseignement des langues anciennes, mais surtout le grec, où je trouvais qu'il était important de faire écrire à l'intérieur de ce journal des gens de gauche, des gens de droite, des gens de l'Académie française, des gens de l'université, des mathématiciens aussi. Cédric Villani aussi avait écrit, Florence Dupont, oui, dans d'autres sphères, Marc Fumaroli à l'époque où il était vivant. Je cherche son nom aussi, notre académicienne aussi, Barbara Cassin, évidemment. Donc toutes ces personnalités avaient écrit, et je continue à le faire encore aujourd'hui, puisqu'on est censé réfléchir aussi sur l'enseignement avec quelques personnalités, sur l'enseignement du grec et du latin encore aujourd'hui auprès de l'éducation nationale. Et donc nous œuvrons pour que cette langue, et surtout tout ce qu'elle a pu transmettre d'universel, je pense, même si ça reste très, très grec, et surtout qui nous montre que les deux rives de la Méditerranée peuvent communiquer, puisque le monde grec était aussi un monde complètement méditerranéen, que quand on voit aujourd'hui, quand on relit les passages, évidemment, avec Nausicaa, moi j'étais amoureux de Nausicaa quand j'étais petit, avec cette Ulysse qui ressemble au fond aussi à ces migrants, la peau brûlée de soleil, totalement dépenaillé, et qui lui dit, et c'est cette première parole entre les deux, est-ce que vous êtes un mortel ou un dieu ou une déesse? Au fond, cette idée que l'autre qu'on ne connaît pas est peut-être un dieu, est peut-être une déesse, et donc il faut s'abstenir de le juger a priori. Et ça, je trouve que il y a 1000 exemples comme ça, mais je ne voudrais pas garder la parole pour expliquer combien elle féconde encore cette langue, ces mythes qu'elle transmet, cette poésie, cette force aussi, particulièrement dans une époque où on a tendance à se refermer sur nos frontières. Donc je pense que plus les Français feront du grec ancien, plus ils seront meilleurs. Et tout à l'heure, je parlerai des sirènes, mais je vais tourner la parole. Il n'y a pas de grec moderne. Ça, c'est la dernière phase d'une langue qui a 3000 ans au moins et qui a traversé plusieurs phases, a reçu plusieurs influences. Le vocabulaire, bien sûr, est élargi ou rétréci selon les circonstances, mais la langue reste la même. Et ça, je tiens dans mes mémoires, si vous voulez, de mes premières lectures, je me souviens ce que Séphéris, justement, avait écrit quelque part, qu'il n'acceptera jamais le terme grec moderne, comme un Français n'accepterait jamais le terme français moderne, ou un Britannique anglais moderne, etc. Donc, nous avons une langue qui a un grand privilège, 3000 ans, sans interruption, orale ou écrit. Et je vous cite 2 ou 3 témoignages comme ça. Il y a d'abord le témoignage de Solomos, du poète national Ionisio Solomos, qui avait dit que la liberté et la langue sont une chose, que la lutte contre l'Empire ottoman était une lutte pour eleftheria, la liberté, qui est glossa, et la langue. Deuxième citation, c'est la citation de Séphéris, justement, dans un de ses poèmes les plus connus, qui parle du voyage d'Ulysse, justement. Il imagine le fantôme d'Ulysse qui se présente devant lui comme un vieillard avec des cheveux blancs et qui lui parle, qui lui raconte sa vie et lui parle en grec
loia tis glossas mas, des paroles de notre langue, opos timilusen prin 3000 chronia, comme on l'a parlé il y a 3000 ans. Troisième citation, que tout le monde connaît bien sûr, c'est de Elitis tin glossa muedosan elliniki, c'est-à-dire on m'a légué la langue. Et quatrième, pas citation, mais juste une expérience très récente. Je suis en train de lire un livre remarquable de Roderick Beaton, où il essaye de prouver que l'identité grecque, l'identité culturelle, la culture grecque, la civilisation grecque, c'est la langue. C'est pourquoi c'est une langue universelle. Je vais utiliser là, avant de passer la parole, le terme écuménique et non pas universel. Pourquoi ça? D'abord, une langue universelle a plusieurs sens. On disait aussi une langue véhiculaire. Au XVIIIe siècle, le grec était aussi bien la langue véhiculaire que la langue écuménique que je vais expliquer. Aujourd'hui, on considère comme langue véhiculaire l'anglais, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça signifie une langue véhiculaire? C'est une langue qui est parlée parmi plusieurs peuples et qui n'ont pas cette langue comme langue maternelle. Donc, il y a une espèce de compromis entre les expressions échangées, entre le vocabulaire, entre les dialogues politiques, économiques, je ne sais plus quoi. Quand on parle d'une langue écuménique, qu'est-ce que c'est écuménique d'abord? On va faire référence à l'étymologie, c'est toujours nécessaire quand on parle grec. Vous avez un terme, un verbe iko, qui signifie habiter. Et donc, quand vous dites écumène, ikoumeni en grec, écumène, c'est le participe passé de ce verbe. C'est donc l'endroit, l'espace habité. C'est ça, l'écumène. Et par là, nous avons donc l'écuménisme qui signifie que ce qu'on dit, ce qu'on exprime, ce qu'on ressent, concerne tout le monde. Pourquoi le grec? Mais parce que le grec n'est pas un compromis. Le grec est une communauté, est une communication basée sur des sens, sur des concepts qui sont mondialement acceptés. Quand on parle, je vous donne juste quelques exemples, quand on prend un mot comme ça des plus vieux, qui est logos. Logos en grec, c'est la raison. Logos en grec, c'est aussi la parole. Et logos en grec, c'est aussi le rapport, ce qu'on appelle analogie. Donc, vous avez un concept déjà qui signifie qu'il faut passer par la raison pour parler, pour s'exprimer, mais aussi pour décrire le rapport, notre rapport avec les autres ou le rapport des choses, etc. Et vous voyez pourquoi ce mot, donc, a passé à toutes les langues connues aujourd'hui, plus ou moins, je parle de l'Europe, bien entendu, parce que le concept était là. Pour reprendre ce qu'ont pu dire à la fois Christophe et Maria, d'abord, on est grec et on n'y peut rien. De toute façon, on est grec. Donc c'est avec ça qu'il faut se débrouiller. Nous sommes tous grecs, ça c'est sûr, c'est une réalité. Mais dans cette réalité, alors effectivement qu'il ne faut sans doute pas ou plus, ou qu'il n'aurait jamais fallu appeler le grec ancien, le grec moderne, enfin bon, l'hellénisme, ce qu'on peut appeler l'hellénisme. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, à la fois en tant qu'helléniste, mais ça, helléniste, on ne naît pas, alors on est hellénophone, mais on ne naît pas helléniste, on le devient. Ici, j'ai un de mes maîtres qui est là, donc il y est pour quelque chose, il m'a rendu aussi helléniste, Pierre. Mais même avant de l'être, ce qui m'a toujours fasciné, moi, dans la Grèce, y compris la Grèce où on m'emmenait quand j'étais gamin, et j'en parlais
On en parlait tout à l'heure. La première fois que je suis allé en Grèce, c'était sous les colonels, en 72. Les premières images de gamins que j'ai, c'est des chars dans les rues d'Athènes, vides. C'est une Grèce qui ne correspond pas forcément à ce que j'avais pu entendre. Et puis j'avais un père dingue de grec, une mère aussi, et mon père, quand je ne mangeais pas ma soupe, quand j'étais petit, il me parlait du monstre de l'anacolute qui allait venir dans mon lit pour me dévorer. Et j'ai mis longtemps à savoir qu'une anacolute, ce n'était pas exactement un anaconda. Donc voilà, c'est vrai que notre rapport à la Grèce, qu'il soit de l'ordre, malheureusement, pour beaucoup, et pour beaucoup de ceux qui nous gouvernent depuis tant d'années, de l'ordre d'une fausse amnésie, ou de ce qu'on met sous le tapis. Je ne sais pas si moi, de mon point de vue, j'ai cette expérience de l'oikouménismos, du grec. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est plutôt ce que les Grecs anciens appelaient, excusez ma prononciation un peu bizarre pour des Grecs modernes, pour des Grecs d'aujourd'hui, la polyphronia, si je veux le dire à la grecque, polyphonia. La polyphronia. Parce que moi, je suis prof de latin et de grec. Quand vous enseignez le latin, vous enseignez Rome et une langue, le latin. Le latium, cette origine, comme ça, ce point minuscule sur la carte qui tout d'un coup s'est mis à grossir. Ce qu'il y a de génial, de salvateur dans le grec et qui peut encore nous sauver tous, c'est que la Grèce n'est pas née comme ça sur un point sur la carte, sous une forme finalement de développement unitaire, centralisé, hégémonique. La Grèce, c'est d'emblée les Grecs, c'est les dialectes grecs, c'est ce pluriel au départ, cette multitude de départ. Il n'y a pas besoin d'inventer du pluralisme ou des formes, disons, idéologiques de pluralité. Quand on est grec, on est forcément plusieurs en un seul. Et je ne sais pas comment on est plusieurs en un seul. Ça, c'est aux vrais Grecs de nous le dire. Comment on peut être à la fois vraiment plusieurs, y compris dans toutes ces déclinaisons, dans tous les sens du terme. Et effectivement, la Grèce, ce qui me fascine, moi, dans le monde grec, c'est qu'il résiste à toute forme de centralisation. Et ce sont ces pléiades, ce sont ces spores ou ces diasporas, pour le dire aussi en grec, qui sont natives, là. Et on sait bien que, par exemple, sur chaque grand héros fondateur, sur chaque dieu, il y a des problèmes. Dionysos, est-ce qu'il est de Thèbes ou est-ce qu'il vient de l'Inde? C'est ça qui est fascinant. Et c'est ça aussi que mon maître Judée de Lacombe m'a appris en lisant les Tragiques, c'est que c'est cette espèce de logos, oui, mais un logos qui est toujours déjà dialogos avec des parties de soi-même, hein, ce que certains penseurs français auraient appelé une forme de schizophrénie. Mais ça, c'est très salvateur. Et c'est ça qu'il faut, oui, et c'est ça qu'il faut vraiment, à mon avis, tout le temps réactiver dans nos univers qui commencent à se scléroser, nos pouvoirs qui commencent à tragiquement se recentraliser, à un moment où on sait bien que cet oikoumène, cette planète, doit être sauvée dans sa polyphonie. Je pense qu'on a dû faire connaissance avec le grec à peu près à la même période. Moi, mon expérience de traducteur C'est bon là? Oui, donc c'était en effet le grec au lycée. Et déjà au stade du lycée, entre le latin et le grec, j'avais l'impression que le grec était beaucoup moins militaire que le latin. C'était déjà un petit soulagement, il y avait une plus grande liberté linguistique. Après un printemps agité qui était le mai 68, donc la première connaissance, et alors il y a eu quelque chose de l'ordre de la révélation, si vous voulez, en se promenant. À l'époque, on pouvait encore aller en Grèce en bateau au départ de Marseille, et j'étais parti avec la méthode Assimil, avec les premières petites phrases très simples, Yorgos, Inesimbathitikos, Maria, Inabdipathitiki, To aeroplano, Inemikro, etc. Donc, et ce qui était de l'ordre de la révélation, c'était de voir dans les rues, sur les enseignes, des mots que je connaissais de mes années de lycée, de découvrir xénodochion qu'on décompose en récipient à étranger, ou zacharoplastion, c'est-à-dire modelage de sucre. Toutes ces choses-là étaient fascinantes d'une certaine manière, parce qu'il y avait l'inverse qui était vrai aussi, c'est-à-dire en 68, donc,
on pouvait encore emprunter des trames sur lesquelles on voyait écrit « Apagorevete to kapnizin » ou bien « Min omilite iston odigon ». Donc il y avait encore ce grec archaïque qui avait survécu jusqu'à maintenant. Et quand j'ai vu l'affiche qui servait d'invitation pour aujourd'hui, où j'ai envoyé un message, parce qu'on a l'impression que c'est écrit à l'envers. L'invitation d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc le boustrophédon, une ligne comme ça, enfin le bœuf qui va au bout de la ligne et qui revient dans l'autre sens, et c'est en fait ce qui s'est passé sans arrêt entre le grec ancien d'il y a 3000 ans, dont parlait Maria, et le grec actuel. Après, il y a eu l'expérience de la traduction, bon, j'ai fait les langues zo, après il fallait bien gagner sa vie, donc la Grèce a adhéré, j'ai travaillé un certain nombre d'années à l'Union européenne, et ça c'était une expérience un peu traumatisante parce que c'est vraiment pas le plus beau grec qui soit. Ça m'a rappelé un petit peu la langue de bois du Parti communiste dans les années 70. Je vous passe les exemples. Et il fallait un contrepoids à ceci. Et donc c'est là que j'ai commencé vraiment par des petites nouvelles de Thanasis Valtinos, qui est un auteur que j'aime beaucoup. En m'aventurant un peu plus, je suis allé voir du côté de Solomos, la femme de Zante. Il y avait en chemin des découvertes, un auteur par exemple qui n'est pas très connu en Grèce, mais qui s'appelle Mikhail Mitsakis, pour qui j'ai éprouvé une passion parce qu'il avait un destin tout à fait hors norme, quelqu'un qui a fini dans un asile psychiatrique en composant des poèmes en français, directement en français. Et après, il y a eu, en sautant de nombreuses années, est tombé mars 2019, le Covid, et c'était un peu du coup l'occasion de m'attaquer au journal de Séféris, une occasion en or, puisque du coup je me suis un peu enfermé là-dedans comme Jonas dans sa baleine. C'était parfait pour tenir le coup en enfermement quasi absolu, et la tâche avait été facilitée du fait que j'avais traduit précédemment Les 6 nuits sur l'Acropole, qui est le seul roman posthume de Séféris, dans lequel des pages entières avaient été importées dans le sens, il avait utilisé des passages de son journal qu'il avait transvasé dans son roman. Donc les premier tome est parti très vite, je me dis bon ça y est, c'est bien. Après, la pente était plus raide parce que dans le deuxième tome, il y avait déjà beaucoup moins de situations. Dans le troisième tome est beaucoup plus volumineux et le quatrième, n'en parlons pas, il fait près de 400 pages, je crois, donc ce qui donne en français un volume dont il y a quelques exemplaires au rez-de-chaussée qui fait 830 pages, quelque chose comme ça. Mais c'était une expérience passionnante, fascinante, à tous les étages, c'est-à-dire aussi bien linguistique que politique. Mais là, je vais peut-être laisser la parole, on y reviendra après, à propos, si on parle plus spécifiquement de Séféris. Bon, donc moi j'avais une question à vous poser en vous écoutant. Est-ce que ce que dit Mal, le caractère, moi j'ai du mal avec le mot œcuménique, mais universel ou enfin œcuménique, est-ce que vous qui êtes francophone et qui lisez le grec, qui vous occupez de la langue dans toutes ses formes, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier qui traverse le temps, cette langue des concepts? Est-ce qu'en ouvrant la fenêtre du grec, vous voyez autre chose qu'en ouvrant la fenêtre du français, de l'anglais ou d'autres choses? Est-ce qu'il y a des constantes et des choses qu'on peut dire étaient là dans la langue d'Homère, étaient là chez Thucydide, étaient là chez Céphale? J'ai l'impression que quand on parle français, on parle grec au fond. Quand on voit le nombre aujourd'hui sur la crise ukrainienne, ukrainienne n'est pas grecque, mais quoique. La crise, la crise, voilà. Et je trouve que le fait de parler grec, entrer en dialogue avec Macron, dialogue avec Poutine pour régler la crise grecque, je le dis sans métaphore, enfin, on pourrait parler grec ainsi perpétuellement en parlant français. L'avantage de connaître cette langue, moi ce qui me fascinait en arrivant en Grèce, c'était cette métaphore pour les transports en fait. Et quand on fait en plus des lettres, comprendre le grec permet de comprendre le sens caché des mots, leur côté très charnel. Moi j'ai jamais compris, je suis encore à élucider ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que
la langue grecque, l'univers grec déclenche autant d'excitation intellectuelle. En fait, il y a peu de choses qui m'excitent intellectuellement autant que la langue grecque et l'univers grec. Mais pour revenir à la question que vous posez, Katerina, oui, parler, c'est tellement... la langue grecque a tellement pénétré la langue française que pratiquement, quand on écrit un article, je n'ai pas mesuré, mais un mot sur 10, peut-être un mot sur 7, il faudrait avoir les statistiques, viennent du grec. Et quand on connaît le grec, on accède au premier sens, ce qui nous aide d'ailleurs à comprendre. C'est pour ça que quand je disais un peu qu'on était peut-être ici, et qu'en tout cas moi je veux continuer à l'être, militant de la langue grecque, c'est que c'est un instrument en dehors de la sphère grecque, mais de compréhension du monde absolument crucial, quoi. Et là, crucial, j'utilise un mot latin, mais voilà, parce qu'il y a le latin. Ce sera toléré. Voilà, ce sera toléré, permettez-moi, voilà, cette hérésie. Et là, j'ai repris un mot grec. Mais c'est pour ça que c'est important, c'est que la langue française est tellement faite de ces mots qui scintillent et qui ouvrent et qui aident à comprendre que quand on est un enfant, c'est pas uniquement une aide à la maîtrise de la syntaxe, à la maîtrise de la rhétorique, de l'art oratoire, une ouverture d'esprit, c'est qu'on arrive à comprendre quel est le sens tout premier des mots. Et je me souviens d'un autre, ça va te faire rire peut-être, le Trésor des racines grecques, ces fameux petits livres qu'on nous avait conseillé d'acheter en 5e. Cette prof a été vraiment mon mentor. Je ne sais pas si on dit mentoresse, Non. si mentor. Non, Voilà, on peut dire une mentor. On peut dire une mentor, voilà. Mais c'est ça. Puisqu'elles font la parole Et de voilà, mentor. et quand, alors justement, tu vois ça, et je m'arrêterai là, quand on lit dans ton excellente traduction, et après on parlera, Emmanuel, de ce qu'on a fait il y a 15 jours, cette espèce de DJing à l'école des Beaux-Arts, où on a fait entendre, alors certes c'était la traduction d'Emmanuel Lascou, même si toi tu as lu en grec et en français, mais on a fait entendre aussi une langue grecque dans la traduction d'Emmanuel, par une quinzaine d'écrivains français. Il y avait le prix Goncourt des lycéens, le prix Femina, des comédiens, de toutes les générations d'écrivains français d'aujourd'hui. Et c'est aussi ça, faire entendre la langue grecque. C'est aussi faire entendre, malheureusement, mais c'est déjà ça, une traduction. Et peut-être que tu parleras de ta traduction. Et ce que je voulais dire, et j'ai perdu le fil de mes propos, c'était que je parlais du trésor des racines grecques, je parlais de cet accès au sens premier des mots. Et donc oui, je voulais dire que dans une époque effectivement de crise, où le sens des mots, moi je suis très frappé aujourd'hui, j'étais dans une émission politique vendredi, on est à un niveau lexical, sémantique, ultra exagéré en ce moment. On parle de cataclysme, d'invasion, de tsunami, d'explosion, c'est ça en ce moment, de tragédie. Le registre politique en France et dans le monde n'a jamais été sémantiquement aussi élevé, et ça pose un problème. Quand on commence à utiliser des mots où c'est difficile de trouver un mot qui soit plus exagéré que ça, on commence à manquer de vocabulaire. Et quand on manque de vocabulaire, qu'est-ce qui se passe? On arrête de parler, on arrête d'utiliser le logos, parce que le logos est presque épuisé, on est allé trop haut dès le début, qu'après c'est l'action physique et parfois la guerre. Et donc, comme je suis aussi un lecteur de Giraudoux et que j'espère toujours que la guerre de Troie n'aura pas lieu et que les nouvelles guerres de Troie n'auront pas lieu, je me dis que faire accéder au grec par le français, par tous ces mots grecs qui sont dans le français, ou en allant à l'origine, je ne vais pas parler de grec ancien, j'ai compris la leçon, mais à l'origine, c'est aussi réarmer pacifiquement les consciences, la faculté de parler, pour peut-être ne pas avoir à agir par la force. Et donc c'est tout ça que ces mots nous font comprendre aussi, quand on connaît le grec, c'est qu'utiliser un mot, eh bien, c'est choisir ce mot plutôt qu'un autre, et c'est pas se tromper de mot. Et se tromper de mot est aussi un risque de polémique. C'est pareil, et je termine là-dessus un exemple. En France, il y a quelques années, d'ailleurs Éric Zemmour était l'un d'entre eux, on parlait des polémistes. Polémiste est devenu un métier sur les plateaux télé. On était un polémiste. Voilà. Nos deux polémistes ce soir sont... Si on connaît le mot, c'est quand même polémos, c'est quand même la guerre. Donc ça veut dire quoi? Que ces deux invités sont ceux qui vont faire la guerre sur notre plateau? Bon, quand on dit clash en anglais, clash à la limite, voilà, un petit éclat, une petite lutte. Mais là,
polémiste, il faut savoir ce que ça implique d'utiliser le mot polémiste. Donc voilà, en connaissant le grec, peut-être qu'on évite d'utiliser ces mauvais mots, ou du moins de les utiliser vraiment à bon escient quand il est trop tard. Moi, c'est un peu différent, mais pas trop différent. C'est-à-dire, moi, je parle le grec qu'on parle aujourd'hui. Bien entendu, ce n'est pas la langue d'Homère. Ce n'est pas la langue d'Euripide, non plus. Ce n'est pas la langue des évangiles, non plus. Mais il y a un parentage. Deuxième chose, c'est que il faut voir la langue, toute langue, je pense, mais surtout la langue grecque, à cause justement de son âge continu à travers les siècles, comme une personne très âgée, si vous voulez, mais avec toute sa vitalité. Et pour comprendre cette personne, si elle a 90 ans ou 100 ans, il faut connaître son passé, connaître ce qui a rendu son visage avec telle expression et pas une autre, ce qui a fait des rides, ce qui a fait des cheveux blancs, je ne parle pas de moi, hein, mais... Oh, pas de comparaison voilà. Ici. En tout cas, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que chaque mot a un voyage derrière. Il y a 3 jours, 4 jours, j'étais avec des amis et pour la première fois, j'ai fait la connaissance de jeunes Français mariés à une Grecque et il m'a fait une remarque qui m'a vraiment frappée. Il m'a dit, vous savez, il parle 7 langues. Il m'a dit, de toutes les langues que je parle, le grec, ça m'est le plus difficile. Et il a expliqué en disant, parce que j'ai toujours l'impression que je suis dans une forêt et que chaque arbre que je vois devant moi a un âge, a une histoire, a des secrets, a des branches cachées, des fleurs cachées. Donc, c'est toujours le poids de l'histoire qui se pose sur moi. En ce qui nous concerne, nous, qui ont eu le privilège pas seulement d'avoir le grec comme langue maternelle, mais aussi d'avoir passé par la littérature, par exemple, à commencer par Homère, à passer à la tragédie grecque, à passer aux évangiles, etc. Comme texte, mais aussi comme, pas seulement comme texte qu'on lit, mais comme texte qui influence notre expression, influence notre communication. Je prends comme exemple le plus facile à voir, qui est l'Église en ce moment. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est la parole, c'est-à-dire la parole, la musique, le geste. Tout ça, c'est dans chaque mot. Et il y a dans l'Église, parmi des années, l'Église en Grèce ou l'Église en France ou l'Église n'importe où, il y a des personnes qui ne comprennent pas, même des hellénophones qui ne comprennent pas exactement ce qu'ils écoutent. Oui, mais ils ressentent. Vous avez parlé de la polyphonie tout à l'heure. Oui, parce que cette langue est communautaire, n'est pas individuelle. Ce n'est pas une langue pour penser à haute voix, pour réfléchir tout seul. C'est une langue pas seulement pour communiquer, mais pour faire construire une synthèse. Vous avez parlé de dialogue tout à l'heure, qui est très souvent mal interprété. Dialogue, ce n'est pas de logos, c'est via. C'est la préposition qui vous montre d'un endroit à l'autre qui passe. Donc dialogue, c'est le logos qui passe de moi en vous et vice-versa. Vous avez une opinion, j'ai une autre opinion et on va trouver la synthèse entre les deux. C'est pas que votre opinion sera plus importante que la mienne ou la mienne plus importante. Donc ça, c'est le dialogue. Et c'est pour ça, je pense, que la langue grecque a pu justement marquer tant de réflexion, tant de pensées, tant de personnes, si vous voulez. Et c'est ça le privilège en moi, le fait que je parle une langue spontanément, une langue qui me place
déjà dans une communauté, me place dans la continuité du temps qui équilibre la discontinuité de l'espace, ce que vous avez parlé de diaspora, etc. Et là, donc, vous avez les Grecs ou un esprit ou une population diasporique, etc., qui est dispersée. Donc, on ne peut pas avoir une unité dans l'espace, mais on a une unité dans le temps, à travers la langue et plus tard à travers aussi la religion, etc. Voilà. Oui, c'est aussi, je pense que c'est sans exemple à l'échelle européenne d'une continuité ininterrompue de comme 3 millénaires. Donc il y a pas. Et j'avais cette expérience, je m'étais retrouvé à Ithaque à Noël, il y avait, pour des histoires maritimes, la circulation avec les autres îles et avec le continent était interrompue. Donc il y avait une chambre dans l'hôtel Mentor, justement, qui me conseille sur la jetée. Et j'avais comme lecture l'Odyssée, que j'ai donc relu dans la traduction de Bérard. Et c'était assez merveilleux de se balader ensuite et de se faire apostropher par des gens chiere ou chierte. Et c'est tout à fait le même mot, 3000. Donc c'est ce genre de choses. En plus, je pense qu'il y a, dans l'apprentissage d'une langue, il y a le fait qu'on redevient un peu gosse, puisque on recommence avec des choses élémentaires, l'eau, le lait, et c'est assez... Il y avait aussi l'inverse, c'est-à-dire, je me souviens, il y avait d'une part xénologion, mais aussi le français un petit peu, qu'on a tendance à voir un peu caricaturé en grec, sous la forme de vulcanisateur, ou pare-brise, ou accessoire, ou ce genre de mots. Donc ça, c'était émerveillant de bout en bout, on s'en lasse pas. Et alors, quand on apprend cette langue, et c'est évidemment pour échapper à la langue maternelle, d'une certaine manière. Alors, mais elle vous rattrape au tournant, la langue maternelle. Mais pendant l'apprentissage, il y a quand même cette illusion de pouvoir jouer avec une identité autre, et qui se retrouve dans le continuum linguistique dont il vient d'être question. Ça, c'est assez... Je ne sais pas quelle est ton expérience pour l'apprentissage, mais ça reste prégnant. Je crois que la question des voix, puisque c'était le titre qui avait été donné aussi à cette rencontre, la question des voix est importante. Vous parliez de la musique, la voix. Là encore, moi je plaiderais pour une vision plurielle. Mousiké, chez les Grecs anciens, mousiki, je ne sais pas, mais mousiké, c'est pas la musique. La mousiké, c'est tout ce qui concerne les muses, et on sait bien qu'il y a un problème dans la mythologie grecque. C'est que pour distinguer les domaines d'attribution des 9 muses, en fait, c'est très compliqué. Et même ça a varié dans l'Antiquité, et je ne sais pas ce que font d'ailleurs les Grecs d'aujourd'hui avec les incarnations des 9 muses, parce que c'est assez compliqué de savoir en fait laquelle est muse de quoi. Sauf, je retraduisais dernièrement avec mes cagneux, là, évidemment le mythe des cigales de Platon, du Phèdre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le mythe des cigales du Phèdre, qui est quand même une des plus... Enfin, Platon n'arrête pas de faire des blagues, mais celle-là, c'est une énorme blague. C'est dans cette interruption du dialogue, justement, où, vous savez, on est en plein midi. Qu'est-ce qu'on fait en Grèce quand on est en plein midi, à l'heure de Pan, la panique? Eh bien, on fait comme les moutons, on va se planquer sous un arbre et on fait la sieste. Et rappelez-vous, Socrate dit à Phèdre, est-ce qu'on va faire comme les gens du commun et comme les moutons? Nous, philosophes, on va aller se planquer là-dessous, etc. Non, nous, on n'est pas des moutons. Nous, même quand c'est l'heure chaude, on est là pour philosopher. D'ailleurs, écoute, dans les arbres au-dessus de nous, il y a des cigales. Mais tu sais que les cigales, en fait, c'est un peu comme les vidéosurveillances, en fait, chez Platon. Les cigales, elles chantent. Mais ça, c'est un leurre. Elles nous écoutent, elles nous filment, elles nous enregistrent pour savoir si on dit des bêtises ou pas, et surtout pour savoir si on continue notre boulot de penseur. Et ensuite, elles vont le dire aux muses. Et elles vont dire aux muses, alors évidemment, chez Platon a réussi un coup avec la mythologie, puisqu'il tord à chaque fois, vous savez bien comment Platon retord Homère, il tord la mythologie, et Platon, il dit, bon, elles vont le dire. Alors, il y a
les cigales vont dire si par exemple les adeptes d'Erato, ils sacrifient bien à Erato en parlant de ce qui concerne Erato. Si les adeptes de Polymnie honorent bien Polymnie en parlant du chant choral, etc. Et nous c'est Calliope, la plus vieille des muses évidemment. Il n'y a pas de muse de la philosophie, puisque la philosophie est apparue après la naissance des muses. Et donc Platon invente 2 muses de la philosophie, il lui en faut 2. Alors comme la philosophie n'a pas une seule muse, lui, du coup, il en met 2 pour le prix d'une. Et il dit, il y a Calliope, qui est la plus vieille, bien sûr. Et puis il y a Uranie, parce que c'est la muse des astres, des sphères célestes, etc. Et quand on lit ça, qu'on essaye de faire comprendre à des gamins, c'est quand même des gamins, que oui, Platon lui-même est un moderne. Platon, c'est déjà un grec moderne, on le sait, par rapport à tous les Grecs qui l'ont précédé et à Homère. C'est ça aussi qui est vertigineux, c'est les Grecs. C'est comme les courbes fractales de Mandelbrot. C'est-à-dire les Grecs, quand on grossit un bout de la courbe, on retrouve le même motif, quel que soit le grossissement. Et alors au bout d'un moment, on se dit, mais c'est moi qui suis fou? Dans quelle dimension est-ce que je suis? Moi, ce que j'aime en Grèce, c'est que justement, je ne sais plus de quelle époque je suis. Jamais. Et donc, quand on voit comment Platon bricole avec l'humour au 3e degré qu'il a, avec une mythologie qu'on lui a transmise, qu'il n'arrête pas de transgresser lui-même, il n'arrête pas de faire du nouveau, il n'arrête pas aussi de dire « moi, vous voyez bien ce que j'en fais de la mythologie ». Ça, moi, ce que je trouve de plus salvateur, par exemple, dans ce mythe des cigales, c'est ça qu'il faut aussi expliquer à des élèves aujourd'hui, c'est que le mythe des cigales n'est pas un mythe sacro-saint que Platon invente pour être transmis ensuite comme un mythe, puisque lui-même, vu les libertés qu'il prend avec les mythes et avec Homère, mais comme Homère est notre alpha et oméga, puisqu'on sait qu'Homère pour nous c'est déjà le dernier, c'est pas le premier, Homère commence pour nous, mais c'est déjà la fin de tout un monde dont on n'a aucune trace écrite ou trace langagière. Quand on voit comment Homère lui-même a l'air de bricoler la désinvolture qu'il a vis-à-vis des mythes, moi ce que les Grecs m'apprennent et ce que j'essaye d'apprendre aux gens autour de moi avec le grec, c'est une forme impensable pour nous de respect le plus total dans la plus totale désinvolture. Et quelle est ton explication alors? Tu dis, voilà, pourquoi, effectivement, on en parlait tout à l'heure, un mot, ce fourmillement, comment tu l'expliques toi? Je sais pas, est-ce que c'est pas demander à Pierre? Oui. Parce qu'en Grèce, il y avait 1500 cités-États. 1500. Et donc continue Pierre. Oui. Oui, non mais ce qu'il y a, c'est, là je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel, la langue grecque c'est des langues. Homère c'est un mélange de langues. Il a construit une langue, enfin les aèdes artificielles, qui devient la langue de tout le monde. Et même dans la tragédie, c'est ce que tu dis, je veux dire, les Athéniens, ils devaient comprendre des chants, donc, ou des textes en athénien, en ionien, mais aussi en dorien. Et donc on est toujours en déplacement. Et comme il n'y a aucune autorité, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas une pensée officielle, il n'y a pas l'État non plus, donc comme à Rome, contrairement, donc on est dans un fourmillement permanent. C'est une dialectique au sens d'un dialogue permanent, alors qui peut être hyper violent, ça c'est pas toujours gentil, mais je veux dire, on est toujours obligé de se déplacer. Et ça c'est magnifique. Je suis entièrement d'accord, c'est la polyphonie. Même si Platon était contre la polyphonie, comme on sait, mais je veux dire, en même temps, lui-même, quand il critique Homère, il fait de l'Homère. C'est toujours cette espèce d'ironie, d'humour. Même les tragédies sont drôles. Moi, je voulais dire pour ceux qui n'étaient pas là que Nikos Reikos se réfère au marathon qu'on a organisé. C'était une initiative de Christophe et de Marie-Madeleine, qui malheureusement n'est pas là avec nous. C'était un marathon de lecture de l'Odyssée dans la traduction de Emmanuel Lascoux. Ça a duré de 6h à minuit et demi. C'était plein à l'amphithéâtre des Beaux-Arts. C'était une soirée incroyable avec des personnes qui étaient aussi bien des écrivains, mais il y avait aussi des rappeurs, des auteurs, des chanteurs. C'était vraiment extraordinaire et c'est, je pense, grâce à Emmanuel qui croit beaucoup à l'oralité. Bon, vous savez que Homère n'a jamais écrit. Je suis extrêmement heureux, comme directeur de l'École des Beaux-Arts de Paris, de vous accueillir pour cette soirée très particulière, organisée avec le Centre national du livre. Et je remercie 1000 fois Pascal Perrault, évidemment Regina Chando, d'avoir organisé ça ici aux Beaux-Arts. Et je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans ce décor très particulier qui avait été consacré à célébrer les grands artistes
qui justement allait pour beaucoup d'entre eux s'inspirer d'Homère. Tout armé de pied en cap pour t'épauler, oui, te protéger contre ces fichus prétendants. On avait toujours eu le rêve de lire cette Odyssée de façon un peu performative. On va pas lire l'Odyssée en entier, il faudra 30 heures, mais on le fera. La prochaine fois, on fera 30 heures. Jean, tu m'as donné ta promesse. À peine les voilà tous deux dans les draps que vlan, le filet métallique leur tombe dessus. Quel malin cet Héphaïstos. Plus moyen de remuer le moindre membre, de se relever. Là, c'est sûr, c'est fichu. Regardez-les, plus d'issue. Je veux dire juste une chose sur la traduction d'Emmanuel et pourquoi on a choisi aussi, là d'un point de vue vraiment, je veux dire, purement français, pourquoi on a choisi ta traduction. C'est parce que même si la traduction de Jacotet ou Bérard, ou plein de traductions, en fait, ça porte trop en France aujourd'hui le sceau, la marque du 19e ou du 20e, ou de ce qu'on appellerait vraiment avec un grand P la poésie. Il y a quelque chose certes de grandiose, certes de poétique, mais à côté de boursouflé parfois. Alors, je dis pas ça, si je dis que Jacotet est boursouflé, c'est terrible, mais et qu'on voulait justement, on a choisi cette traduction-là parce qu'on voulait faire entendre. Je connais pas assez bien le grec. Non, je peux pas dire grec ancien. Le grec d'avant. Le grec d'avant, pour voir vraiment. Mais on voulait ce côté montrer que c'est une matière vivante. Parce que justement, on allait le faire lire à des romanciers qui ne sont pas forcément spécialistes d'ailleurs, même s'ils aiment tous ces gens-là, Éric Orsena, Jean-Christophe Coffin, même Lilia Hassen, la jeune aussi, qui est passée par les Cagnes, qui a fait du grec aussi. Mais ce ne sont pas des spécialistes. Et on voulait faire entendre le fait que ces histoires, cette multiplicité d'histoires, parlent encore aujourd'hui. Et la traduction d'Emmanuel, même si elle prend quelques libertés, mais comme toute traduction, donne cette force, ce jeu, ces onomatopées, ces bruits, ce fracas, ce côté contemporain aussi, dont on voulait avoir besoin pour cette soirée-là, montrer que c'était du vivant, qu'on travaillait sur une matière vivante, et pas souvent, pourquoi aussi on a fait ce choix-là, c'est que justement l'enseignement du grec d'avant, si je dis grec d'avant, ça va ? Du grec d'avant est perçu, c'est permis, est perçu par toute une fraction de plus en plus importante de gens comme quelque chose de passéiste, de conservateur, de droite parfois, alors que justement tout notre combat c'est de montrer que c'est ni de droite ni de gauche, que c'est certainement pas conservateur ou figé, que c'est justement que ce monde-là est en mouvement permanent, nous parle aujourd'hui, peut être utilisé comme un instrument intellectuel pour analyser avec une distance critique, autre mot grec qui permet de mieux juger, parfois voir de loin, c'est parfois voir mieux qu'aujourd'hui on regarde les choses comme ça, de façon très, très frontale. Et donc c'était aussi le choix qui l'a emporté en fait. Une matière vivante, une matière fissile, une matière scintillante, encore ce petit mot dont tu parlais tout à l'heure. Chaque mot doit pétiller, scintiller, évoquer. Et là j'ai vu la vidéo qu'Harry a tournée avec les réactions, puisqu'après avoir lu, chacun de ces écrivains passait chez Harry, dans le confessionnal d'Harry, presque un peu ça, et expliquait aussi son ressenti. Et en fait, c'était surtout du plaisir. Chacun, tu disais tout à l'heure, des gosses. Ouais, il y avait toute cette enfance en fait, parce que c'est un texte aussi qui est plein d'enfance, peut-être parce qu'on a d'abord découvert ces légendes, ces récits quand on était enfant, quand on était gosse. J'aime bien le mot gosse en français, c'est un joli mot le mot gosse. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que parmi ces gens qui ont lu l'autre soir, il y avait Abdel El-Malik. Oui. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Abdel El-Malik. Qui est rappeur, poète. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit maman, il n'y a que toi qui ne connais pas. Donc c'est un rappeur qui, à la fin, il a lu comme un rappeur, c'était extraordinaire, avec un rythme incroyable. Et à la fin, il est venu, il a remercié, il a dit, mais vraiment encore, parce que moi je lui ai dit merci beaucoup, il m'a dit, mais merci à vous. Merci à vous de m'avoir choisi pour lire parmi tous ces gens qui connaissent le grec, qui ont lu. Il était incroyable. Donc,
c'est la preuve que c'est vivant, qu'il faut qu'on le refasse avec l'Iliade d'ailleurs. Ouais. Regardez-les, couverts de sel de la tête aux pieds, qui embrassent la terre où ils ont touché. Ils viennent d'échapper au pire. Eh bien, il fait pareil. Il l'étreint, lui, son mari, et elle le regarde. C'était vraiment une performance parce on savait qu'à 1h du matin, tout le monde partait, les vigiles, il fallait vraiment... Et plus le temps passait, plus le plaisir que prenaient ces lecteurs était grand, donc ils s'attardaient, ils prenaient leur temps, et on se disait, tu avais fait un montage, mais il ne fallait pas que certains des lecteurs qui étaient convoqués, eux, à 23h30, bon, il commençait à être minuit 30, donc il y a eu une sorte de jeu qu'Emmanuel a fait absolument royalement, princièrement pour parler du... Non, je peux dire royalement, puisqu'après tout, Ulysse était roi d'Ithaque, de faire un montage permanent comme un DJ l'aurait fait. Et au fond, quand on avait parlé avant de cette lecture, tu m'as dit, mais au fond, Homère, c'est ça. Il tisse sans arrêt, il coupe, il recoupe, il sample le même morceau. Donc Emmanuel était aux platines textuelles, là je prends un mot latin, mais le mot texte, c'est aussi l'idée du tissage, du retissage, du détissage. Et donc c'était absolument joyeux, et si vous voyez, et on la mettra en ligne bientôt, la vidéo tournée par Harry, vous verrez ce plaisir qu'ils avaient tous à retrouver cet esprit d'enfance. Et quand je dis esprit d'enfance, et je terminerai là-dessus, j'évoque Nietzsche. L'enfant, c'est le dernier stade de la sagesse, hein. Donc au fond, c'était, voilà, ils étaient enfants, teints et sages. Voilà. On va continuer la conversation autour d'un verre.